Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom est Belindo Rabenandas, Commercial Pilot Single Multi et CFII ou Certified Flight Instructor Instrument. Alors la semaine dernière, nous avons parlé du Magnetic Compass, mais cette semaine, vu qu'on a eu plusieurs demandes sur la chaîne et bien sûr sur la page Facebook, nous allons nous attaquer au GPS système. Donc on va parler de GPS, RAM, WASP, mais comme d'habitude, beaucoup d'entre vous n'êtes pas abonnés à la chaîne encore. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, appuyez sur la petite cloche de notification, partagez la vidéo à max, ça me fait plaisir et en plus ça m'encourage à faire plus de vidéos comme celle-ci. Donc sans plus de cérémonie, sit back, relax, ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your captain speaking. Alors salut le mec, c'est Lido. And this is your captain speaking. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de GPS ou de Global Positioning System. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, le GPS, c'est la version américaine du GNSS, ou alors du Global Navigation Satellite System. Les premiers tests ont débuté au début des années 70, mais le système est devenu complètement opérationnel en 1995. Alors, quand on parle du système de GPS, il y a trois éléments principaux qui le composent. Donc, j'ai nommé le Space Portion, le Control Portion et le User, ou alors l'utilisateur. Dans ce cas, c'est nous. Alors parlons du Space Portion. Le réseau de constellations Navstar est composé de 30 satellites. Les éléments spatiaux se composent de 24 satellites Navstar qui utilisent le temps, la portée et la vitesse sous 6 plans orbitaux pour suivre votre position. Et les satellites de chaque plan sont espacés de 60 degrés pour une couverture complète. Ils sont situés à environ 11 000 miles au-dessus de la Terre. À cette distance, ils orbitent autour de la Terre toutes les 12 heures. Ce qui évidemment veut dire qu'ils ne sont pas géostationnaires. Ils sont disposés de manière à ce qu'il y ait toujours au moins 5 satellites qui aient un point de vue à tout point au-dessus de la Terre à tout moment. Les satellites GPS sont alimentés par énergie solaire, mais ils sont quand même composés de batteries pour qu'ils puissent continuer à fonctionner même en cas d'éclipse solaire. Et ils sont également composés de petits boosters qui permettent de corriger leur orbite au cas où celle-ci pourrait dévier. Et finalement, chaque satellite est composé de 2 ou 3 horloges atomiques qui sont évidemment indispensables pour déterminer notre position. Et maintenant, parlons de Control Portion, ou alors de la surveillance au sol. La partie de la surveillance GPS au sol assure la précision des positions des satellites et leur horloge. Dans sa forme actuelle, elle dispose de 5 stations de surveillance, de 3 antennes au sol et d'une station de contrôle principale. Mais parlons des utilisateurs maintenant. Alors quand on parle des utilisateurs, on parle principalement des antennes, des récepteurs processeurs qui sont installés au bord de l'avion et qui donnent à l'utilisateur, ceci dit nous, un positionnement, une vitesse et une synchronisation beaucoup plus précises. Et dans ce cas-là, on peut compter par exemple les GPS portatifs, les GPS dans nos voitures ou alors même les GPS dans nos smartphones et tablettes par exemple. Et bien qu'ils opèrent tous de la même façon afin de donner notre position, ils sont tous également soumis à différentes limitations. Mais comment ça marche? Donc, chaque satellite GPS transmet 2 types de signal. Un signal L1 et un signal L2. Signal L1 à usage civil et signal L2 à usage militaire uniquement. Et chaque signal est composé de 3 portions. Donc, un pseudo-random code qui identifie le satellite qui transmet l'information, un ephemeris data qui donne la position de chaque satellite, et un almanach data qui donne le temps et le statut de chaque satellite. Le fonctionnement du GPS est basé sur le principe du pseudo-ranging, ce qui donne notre distance par rapport à chaque satellite. Non pas en mesurant actuellement la distance, mais en calculant cette distance en utilisant le temps. Rappelons-nous la formule. Rate times time equal distance, right? Donc nous devons savoir que les ondes radio se déplacent à la vitesse de la lumière, ce qui est de 186 000 miles par seconde à peu près. Donc, en comparant le temps à laquelle le signal a été envoyé par le satellite vers l'avion, avec le temps à laquelle le signal a été reçu par l'avion, ceci nous donnera exactement la distance par rapport à l'avion et le satellite. Mais par contre, il y a un petit problème, c'est que le pseudo-ranging que le satellite envoie autour d'elle ne va pas dans une seule direction. Elle se fait tout autour du satellite en question. Donc, dans ce cas, ça veut dire que ça va donner notre position. On va dire que, par exemple, si on est à 20 km du satellite, ça va nous dire qu'on est n'importe où à 20 km autour du satellite, dans une sphère, on va dire. Et ce signal est plus ou moins du genre, je suis satellite X, ma position est Y, et j'envoie ce signal à temps Z, par exemple. Mais dans ce cas-là, si on se trouve à 20 km autour du satellite, et si on ajoute un deuxième satellite, ça nous donnerait 2 sphères
qui vont se rejoindre à un certain point et qui va donner un cercle dans lequel on se retrouverait. Mais le problème encore, c'est que un cercle a un nombre de points infini. Donc, en ajoutant un troisième satellite qui donnerait un troisième sphère, ça donnerait notre position en 2 dimensions. Je m'explique. Les 3 sphères qui vont se composer entre elles vont actuellement donner notre position à 2 endroits différents. L'un au sol et l'autre dans l'espace. En éliminant notre position dans l'espace, ça nous donnerait notre position par rapport au sol. Donc ça donnerait notre position en ce qu'on appelle 2 dimensions. Pour avoir notre position en 3 dimensions, il faudrait ajouter un 4e satellite à cette équation. Le système de constellation GPS a été créé de façon à ce qu'il y ait au moins 5 satellites qui aient toujours un point de vue à n'importe quel point sur la Terre à tout moment, enfin, sauf dans les pôles bien sûr. Mais en général, beaucoup plus sont disponibles. Et dans ce cas-là, le receveur GPS va utiliser ces signaux additionnels pour donner au pilote une position encore plus précise. Et ce système que les satellites utilisent pour déterminer notre position est appelé une trilatération. C'est plus ou moins le même principe qu'on utilise quand on fait une triangulation, en utilisant 2 ou plusieurs VOR pour déterminer notre position, mais au lieu de tracer des lignes, dans ce cas-là, ce sont des sphères. Ce qui nous amène à notre prochain sujet, le RAIM, ou Receiver Autonomous Integrity Monitoring. Et donc maintenant que nous connaissons notre position en 3 dimensions, nous avons besoin de vérifier la précision du signal. Et pour ce faire, notre récepteur GPS va calculer quelque chose qu'on appelle le RAIM. Et ceci est le système que le récepteur utilise pour vérifier la précision du signal. Et bien sûr, identifier lesquels sont erronés. Donc quand on parle du RAIM, il a quelques rôles principaux. Identification, and exclusion ou replacement. Ce que ça veut dire, c'est que si un satellite sur 4, par exemple, donne des informations qui ne sont pas en accord avec les autres satellites, le RAIM va l'exclure ou le remplacer par un autre satellite qui est dans la même zone de réception. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que le RAIM est une personne. Il a passé une grosse semaine, il est fatigué, il veut juste se détendre avec ses amis. Il a plein d'amis satellites. Donc, il va inviter 5 de ses amis satellites chez lui pour une petite soirée, prendre quelques bières, pourquoi pas. Donc, on va dire que satellite 1 se présente à la porte. Monsieur RAIM va vérifier son signal, tout est OK, pas de fausses notes. Donc, bien sûr, entre donc. Pareil pour satellite 2, satellite 3, satellite 4. Et ensuite, satellite 5 va se présenter à la porte, complètement bourré, à moitié nu, en chantant des chansons vulgaires. Donc, RAIM va vérifier son signal, le signal sera erroné, et son rôle à ce moment-là, c'est là où vient l'exclusion. Donc, il ne va pas le faire partir parce que le RAIM n'a pas cette capacité de changer la position d'un satellite, mais il va juste fermer la porte sur lui et lui dire « Non, tu ne peux pas entrer ». À ce moment-là, replacement vient en compte. Il va donc commencer à appeler un autre de ses amis satellites pour remplacer le signal de celui qui est erroné. Et donc, ce qui fait que il va donc compléter les 5 satellites qui sont utiles pour la fonction du RAIM. Et dans le cas contraire où il ne trouverait pas un autre satellite, dans ce cas-là, on n'aura qu'une position en 3D. Mais donc, tout ça c'est bien, mais il faut quand même savoir que le système du GPS est soumis à plusieurs erreurs. Les erreurs principaux se présentent quand par exemple moins de 24 satellites sont opérationnels, ce qui peut causer un manque de signal par exemple, ou alors quand les antennes de l'avion sont obstruées par un objet, une montagne, ou même par le fuselage de l'avion même durant un virage par exemple, ou autre chose, peu importe. Et il y en a encore beaucoup d'autres, mais passons à notre prochain sujet. Alors, on va également parler du WAAS, Wide Area Augmentation System. Donc en général, la précision du GPS est d'environ 50 pieds autour de l'avion. Et afin d'augmenter la précision, l'intégrité et la disponibilité du signal GPS, le WAAS a été inventé. Et ce système fonctionne tellement bien qu'il a augmenté la précision du GPS jusqu'à 10 pieds autour de l'avion. Le WAAS, ou le Wide Area Augmentation System, utilise tous les 3 portions du système du GPS. Donc, le Space Portion, le Ground Portion, et le User Portion. Donc, quand les signaux GPS arrivent sur Terre, elles sont reçues par ce qu'on appelle le Ground Based Wide Area Reference Station. Ces stations transfèrent ensuite le signal vers le Wide Area Master Station, où les signaux vont être corrigés pour toute erreur qu'il pourrait y avoir. Ensuite, ces signaux, une fois les erreurs corrigées, sont envoyés vers ce qu'on appelle le Ground Uplink Station. Et de là, ces signaux même sont renvoyés directement vers ce qu'on appelle un satellite géostationnaire. Et puis du satellite géostationnaire, back to the user. Nous, encore. Mais qu'est-ce qu'un satellite géostationnaire, tout d'abord? Alors,
Le satellite géostationnaire, on l'appelle géostationnaire justement parce que géographiquement parlant, il est stationnaire. Donc il ne bouge pas. Il garde toujours sa même position par rapport à la Terre. Et sa distance par rapport à la Terre est un peu plus loin que les autres satellites GPS. Ce qui lui permet d'avoir une vue sur les autres satellites également. Et le satellite géostationnaire a le pouvoir de changer la position des satellites GPS au cas où ceux-ci dériveraient un tout petit peu de leur orbite par exemple. Et c'est pour ça que les boosters sont là. Et donc à ce moment-là, tous les receveurs GPS qui ont une capacité WASP peuvent recevoir le signal qui a été envoyé par le satellite géostationnaire. Et dans ce cas-là, on peut utiliser le WASP par exemple dans certains types d'approches qui nous donnent un vertical and horizontal guidance avec aucune installation au sol. Donc une sorte de simulation d'ILS mais sans localizer et sans glide slope. Bien sûr, les limitations sont différentes également. Et elles ne sont pas reconnues comme une precision approach. Et mesdames et messieurs, ceci conclut notre vidéo d'aujourd'hui. Mettez un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Partagez-la un maximum. Abonnez-vous. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes toujours pas abonné. Ça me ferait énormément plaisir. En plus, ça m'encouragerait à faire beaucoup plus de vidéos comme celle-ci. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et ladies and gentlemen, this was your captain speaking. And this is your captain speaking.